Vous avez vu qu'on nous a imposé 6 mois pour débattre d'un truc artificiel, mandat impératif, mandat artificiel. Au final, c'est un débat qui était inutile, puisque M. Kamto, moi je vous le dis maintenant, il est libre d'être candidat et il sera candidat s'il respecte la loi. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être candidat du MRC. Et depuis avant-hier, je crois que vous savez qu'il y a un petit parti à Banca, à Bafang, qui s'est associé à lui contre l'argent et tout, c'est leur problème. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous avancez. Écoutez, je vais vous montrer au moins le document qu'ils ont signé. D'accord. Surtout le brandir à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Je vais vous montrer ce document, mais je ne suis pas leur porte-parole. Le discours des leaders politiques, c'est pour ça que je suis heureux qu'il y ait dans la jeunesse quelques-uns qui ont compris. Matumba, qui est un fils de policier, quand il parle pour tout le monde. C'est ce qu'on veut. Serge, il est mon petit frère et mon ami. Il aime bien. Mais on n'est pas dans la même boutique politique. Mais je suis heureux qu'il soit dans le camp de la République. Il a choisi, lui, d'être dans son organisation qu'il a créée. Il la gère comme ça. C'est bien. Je n'ai jamais entendu qu'il a troublé l'ordre public. Il ne paye pas les bensekineurs pour casser, ni pour défier les autorités. Il fait son chemin. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais il fait son chemin. C'est la raison pour laquelle il y a eu un incident sur une télévision que je n'ai pas accepté. Parce que vous, les journalistes, devez avoir le respect pour ceux qui ont le courage d'être des hommes politiques. Et je trouve que ce qui s'est fait à son égard, c'était une agression. Donc, bon, il est panafricaniste. J'ai le respect pour l'intérêt de l'Afrique, mais le panafricanisme, pour moi, c'est un concept que j'attends qu'on me mette. Vous avez vu Ruben Omniobel, hein? Mon père a été un de ses jeunes compagnons. Moi, je l'ai connu physiquement. J'avais 5 ans, 6 ans quand on l'a assassiné. Donc, mais on ne fait pas la politique par le rétroviseur. Mais je tends également la main aux militants du RDPC. Ceux nombreux dans les rangs de ce parti qui dirige le pays depuis de nombreuses années, qui ont tant de choses à donner à leur pays et qui ne peuvent pas le faire. Ceux qui réalisent aujourd'hui, effectivement, que nous allons dans une impasse, ils ont toute leur place dans le train de la Renaissance parce que nous faisons la politique sans haine. Nous ne voulons pas un changement qui conduise à la chasse aux sorcières. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Ma question est toujours en rapport avec l'éducation, mais beaucoup plus dans les mots qui la gangrènent. Comment est-ce que Maurice Kamto, président, fait pour éradiquer la corruption du secteur éducatif? Grande question, au fond, qui renvoie à la lutte contre la corruption à l'échelle générale. Parce que quand un pays est malade, c'est tous les secteurs du pays qui sont malades. Il n'y a aucun secteur au Cameroun qui soit touché par la corruption. Et donc, si vous voulez combattre la corruption, il faut la combattre au plan général. Vous ne pouvez pas réussir à combattre efficacement la corruption uniquement dans le secteur de l'enseignement. Parce que ce n'est pas un secteur isolé des autres secteurs. Donc, combattre la corruption, si je veux commencer au niveau général, au niveau, j'allais dire, étatique, supérieur, j'ai dit qu'il faut mettre en œuvre l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens et avoirs. La loi d'application de l'article 66 a été adoptée en 2006. Mais le décret d'application qui doit mettre en place le comité devant lequel on déclare les biens n'a pas été mis en place. C'est pour cela que je me suis engagé en tant que candidat. Dès mon élection, le premier texte que je signerai, ce sera ce décret. Parce que moi, je veux l'appliquer à moi-même. Déclarer mes biens et avoirs avant de commencer à exercer. Parce que les Camerounais doivent savoir exactement quels sont mes biens, quel est mon patrimoine, quel est le niveau de ma fortune.
Je me tourne vers toi, Ghislain. Non, non, ça vous terminez déjà. Non, très brièvement, parce que si je ne touche pas le secteur de l'éducation, je crois que... Et deuxièmement, il faut effectivement qu'à partir de là, cela touche toutes les strates de la société. Dans le secteur de l'éducation en particulier, l'une des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut respecter, comme on le faisait par le passé, rigoureusement la territorialité pour les élèves. Parce que qu'est-ce que j'appelle la territorialité? Quand on fait un lycée dans une zone donnée, c'est pour que les enfants de cette zone puissent fréquenter dans ce lycée. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, si les parents sont affectés, s'il y a, si vous voulez, mouvement de la population, que vous pouvez partir d'un lycée pour l'autre. Aujourd'hui, on ne respecte plus assez ce critère qui était essentiel. Et donc, du coup, il y a marchandage, parce que les gens peuvent partir de loin, on ne trouve pas de place dans tel lycée, et on essaye, justement, par la corruption, d'obtenir l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire. La deuxième chose, c'est, comme je l'ai toujours dit, il faut en permanence faire rôter le personnel. Lorsque un proviseur, lorsque un censeur et tout cela reste en place beaucoup trop longtemps dans le même lycée, s'installent les réseaux, donc qui travaillent pour lui. Si vous l'affectez ailleurs, par exemple tous les 3 ans, je sais que ça coûte une certaine somme à l'État, parce qu'il faut prendre en charge le déplacement, mais il vaut mieux le faire. Je crois qu'il faut ce qu'il faut pour obtenir les résultats que nous voulons. Donc, si vous l'affectez au bout de 3 ans, il n'a pas toujours encore le temps de mettre en place un véritable réseau. Vous savez que si vous allez dans un lycée, c'est pas, si le proviseur est corrompu, c'est pas à lui directement que vous me remettez de l'argent. Il y a quelqu'un, il y a des intermédiaires et tout. Donc, il faut faire bouger. Et troisièmement, je ne peux pas oublier la sanction. La sanction doit être radicale, impitoyable, parce que si nous voulons éradiquer cela dans notre société, il faut que chacun comprenne qu'il ne peut pas porter atteinte à la fortune publique ou bien poser des actes de corruption sans encourir les conséquences. Voilà très rapidement. Je crois qu'on peut, si on avait le temps, élaborer sur d'autres mesures de détail. Alors, professeur Ghislain, si tu me permets, Oui. en ce qui concerne les concours d'entrée dans les grandes écoles, êtes-vous pour ou contre l'équilibre régional? J'ai toujours dit, je crois que nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il reste encore malheureusement un déséquilibre dans le niveau d'éducation dans les régions camerounaises. Je vous ai dit que je vais dans le Cameroun profond. Par exemple, au cours des 30 dernières années, la partie septentrionale, sur laquelle on avait fait beaucoup d'efforts pour relever le niveau d'éducation, a été abandonnée sur le plan du développement. Et cela affecte l'éducation. Donc il y a eu un effondrement du niveau de l'éducation dans la partie septentrionale du pays. Et je pense que nous ne pouvons pas ignorer cela. Parce que si vous ignorez cela dans les concours d'entrée dans les établissements, vous aurez une administration et un État qui ne reflètent pas la diversité du pays. Et des gens ne vont pas, tout le monde ne va pas se reconnaître dans cet État. C'est pour cela que j'ai dit, sans reprendre le schéma ancien de l'équilibre où il y avait des pourcentages par région, je crois qu'on peut dire que si vous faites un concours, vous pouvez réserver 50% au meilleur, au mérite. Et puis vous faites les 50 autres pourcents qui prend en compte le déséquilibre régional dans l'éducation. Les 50 autres pourcents, d'ailleurs, ce n'est pas les 50. Dans les 50, je mets à peu près 45 pour prendre en compte les déséquilibres et 5% pour les personnes vivant avec un handicap. Pour moi, c'est comme ça, c'est le schéma que je vois. Ce n'est plus la répartition de 10% pour l'extrême nord, 15% pour le centre ou 15% pour l'ouest. Non, c'est de dire, au mérite, les 50 premiers, s'il faut prendre 100 places, les 50 premiers, c'est au mérite. Donc, ceux qui ont mérité. Ensuite, vous allez faire un tempérament pour donner une chance aux fils et aux filles d'autres régions du Cameroun qui ont été défavorisées par le système de développement que nous avons mis en place au cours des années récentes. Et je crois pouvoir dire que vous avez fait preuve de constance
dans votre souci de jeter les ponts avec les autres partis politiques et de participer à la construction d'un pays de paix et de prospérité. Nous voulons pour cela vous en féliciter sincèrement et à travers l'ensemble des militants de l'UNDP. En répondant positivement à votre invitation, nous faisons simplement, en ce qui nous concerne, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, preuve de constance. Dès la création de notre parti en 2012, nous n'avons cessé de dire que nous sommes un parti d'ouverture. Nous l'avons répété du haut de cette tribune même en 2018, au cours de notre deuxième congrès ordinaire. Et nous sommes allés aussi loin que de dire que même les militants du parti dominant, du parti qui dirige le pays depuis 40 ans, sont les bienvenus dans le projet national que nous devons construire ensemble. Parce que le Cameroun se construira ensemble, avec tous les Camerounais. Personne ne sera jeté à la mer. Nous sommes tous filles et fils de ce pays que nous aimons tous. Et je forme le vœu, Monsieur le Président national, qu'aujourd'hui se pose à Yaoundé au Palais des Congrès à l'occasion du 7e congrès de l'UNDP une pierre d'attente, c'est-à-dire la première pierre de quelque chose que nous devons tous construire ensemble. Ce n'est pas l'avant ou l'après qui compte, c'est ce que nous voulons faire ensemble pour construire un pays de progrès partagé, un pays respecté, un pays rayonnant sur le plan international, un pays surtout apaisé, parce qu'au moment où nous sommes rassemblés ici, nul ne peut ignorer, le président national de l'UNDP l'a rappelé, que certaines parties de notre territoire sont confrontées à la guerre. Au moment où je vous parle, je ne peux pas oublier mes camarades qui sont détenus, condamnés certains pour 7 ans pour avoir demandé la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont nos frères et sœurs qui meurent là-bas. Ce sont les éléments des forces de défense nationale camerounaise qui meurent là-bas. Des jeunes de 25 ans, des jeunes qui viennent de sortir de formation. Et ce sont aussi les populations innocentes. Nos camarades sont condamnés à des noms de peine parce qu'ils ont demandé, le président national de l'UNDP vient de rappeler, une réforme du système électoral camerounais pour que nos élections ne soient pas ponctuées de crise post-électorale. Il me semblait que c'était des thèmes sur lesquels toutes les formations politiques camerounaises peuvent s'accorder et travailler ensemble. Monsieur le Président national de l'UNDP, vous avez ici la main tendue de l'une des jeunes formations politiques camerounaises qui fait son chemin dans le respect des anciens, mais avec la foi et la conviction qu'ensemble, nous pouvons porter ce pays à un niveau qu'il n'a jamais atteint par le passé. On a l'habitude de brocarder notre parti, de le présenter comme un parti de couleur. Des responsables, des hauts responsables de la politique camerounaise ont osé dire que j'avais organisé casse les ambassades de Cameroun là-bas. Moi qui ai été au gouvernement et qui, par formation, a une très bonne idée de ce que c'était un milliard d'argent. Mais quand les auteurs se sont déclarés et ont été condamnés, on l'a pu rien dire. Je voudrais que même si l'ambition du pouvoir, soit de le conserver, soit de le conquérir, est légitime, que nous sachions raison garder.
Merci encore du fond du cœur, vous militants de l'UNDP, vous président national et tout votre bureau, de nous avoir donné l'occasion de montrer que nous sommes un parti responsable, ouvert, prêt à travailler ensemble avec votre formation politique et avec d'autres formations politiques pour un temps l'une des personnes les plus bilingues justement ayant fait partie du gouvernement. Alors, quelle est la place que le bilinguisme va occuper justement dans votre refonte du système éducatif du Cameroun? Et est-ce qu'on va sur la base d'un système anglophone ou alors d'un système sous-système francophone, sous-système anglophone comme c'est le cas actuellement? C'est gentil de votre part. J'ai fait de mon mieux pour me faire comprendre en anglais. Je pense que le bilinguisme, la question du bilinguisme est une question éminemment sensible dans le contexte du Cameroun d'aujourd'hui. Et personnellement, je suis très soucieux que demain, tous les agents publics parlent parfaitement les deux langues. On constate bien que nos jeunes, quand ils veulent aller étudier aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, vont faire le TOEFL sans problème et acquièrent le niveau d'anglais requis pour aller étudier dans ces pays-là. Quand ils veulent aller en Allemagne, ils vont étudier l'allemand à l'Institut Goethe ou quand ils veulent aller en Italie. Il est tout à fait normal qu'on demande justement au personnel des services publics de connaître les deux langues puisque nous sommes un pays qui est constitutionnellement et officiellement bilingue. Donc, ce sera une exigence, y compris pour ceux qui sont déjà dans l'administration. Vous savez qu'il y a des centres linguistiques qui ont été créés dans notre pays. Et il est du devoir de chaque fonctionnaire d'aller se mettre à niveau. Il n'est plus question qu'un francophone dise à un anglophone « mais tu ne peux pas parler une langue que l'on comprend » comme si l'autre parlait, je ne sais pas moi, une langue extraterrestre. Ou bien « tu ne peux pas faire comme tout le monde » ou à un anglophone de faire semblant de ne pas comprendre l'anglais. Ça, ce n'est plus tolérable dans notre pays, surtout justement avec la jeunesse que l'on a aujourd'hui. C'est une chance d'avoir ces deux langues de communication, même si je pense qu'à côté de ces deux langues de communication, il faut une langue nationale camerounaise. Juste une parenthèse, j'y tiens beaucoup. Et même si ce n'est pas au cours du mandat que je réaliserai cette langue, nous mettrons les bases d'une langue camerounaise en chantier. C'est une langue, très sommairement, avant de terminer sur le bilinguisme, c'est une langue qui ne va pas être l'imposition d'une de nos nombreuses langues, parce que je sais que les Camerounais sont un peu sensibles à cela. Mais c'est une langue construite à partir d'une grammaire simple que nous allons demander aux spécialistes de la linguistique. Vous savez, il y a le CIS, le Service linguistique international, qui a travaillé sur toutes les langues camerounaises. Dès lors qu'il nous donne une grammaire, le vocabulaire est le vocabulaire de toutes les langues camerounaises. Les autres mots étant les synonymes. C'est-à-dire que si, pour dire table, dans une langue, on utilise tel mot, et dans une autre langue camerounaise, on utilise tel autre mot, on ne va pas supprimer un des mots. L'un des mots sera synonyme de l'autre. Et ça va d'ailleurs enrichir notre littérature, puisque un écrivain pourra utiliser des mots venant de différentes langues. Au demeurant, sur le plan du vocabulaire aussi, nous aurons des mots qui sont propres à chaque région. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne trouve que dans une région donnée et on va utiliser le mot de cette région-là pour désigner cela. Mais je ferme cette parenthèse, je reviens au bilinguisme. Donc, nous allons exiger que les agents publics soient bilingues. La question de sous-système ou de deux sous-systèmes n'est pas antinomique de la construction justement d'un système bilingue au Cameroun. Tenez, par exemple, au Canada, si vous voulez réussir au Canada, notamment au plan national, sur le plan politique, il faut parler les deux langues, il faut les maîtriser. Pourtant, vous avez un sous-système québécois et un sous-système anglophone. Oui. Donc, nous pouvons également, dans la mesure où la revendication récente des anglophones était aussi une revendication de la particularité de leur sous-système éducatif, respecter cela sans que cela ne porte préjudice à notre désir commun de bâtir un Cameroun bilingue. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par
le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. Le scrutin présidentiel à venir opposera deux conceptions du Cameroun. D'une part, une conception passéiste et tribaliste d'un pays figé dans l'inertie, fondé sur l'arbitraire et l'exercice de la terreur contre les citoyens, gangréné par la corruption, héritière du pouvoir colonial et de ses pratiques, et au service d'une nébuleuse néocoloniale effrayée par la modernité autant que par la diaspora camerounaise, dépourvue d'empathie et de compassion vis-à-vis des populations les plus vulnérables ou sinistrées comme à Izeka, au mont Bankolo, dans les inondations de l'extrême nord, à Ngouaché ou à la falaise de Tchan, pour ne citer que quelques exemples récents. En tous ces lieux de douleur et de larmes, les populations espéraient en vain la présence d'un président indifférent et irrémédiablement absent. D'autre part, une conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire, à l'écoute du pays profond, y compris de sa diaspora et de ceux qui en sont venus à une révolte violente, profondément attachée à l'état de droit et à la justice, ouverte à l'indispensable réforme de l'État pour mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la nation et portée par l'attention à la nécessité de s'enraciner dans nos cultures, de maîtriser les savoirs scientifiques et technologiques, de réaliser un progrès collectif partagé et attaché à la défense de la souveraineté de notre pays et de notre intérêt national, à la construction d'une Afrique unie, digne, respectée parce que puissante et maîtresse de son destin. Telles sont les deux visions d'avenir de notre pays qui sont devant vous et qui doivent éclairer votre choix en 2025.